La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce vendredi, la dette publique en Afrique, les économies des États à financer. Que faire exactement dans ce contexte pandémie Covid-19? Un groupe d'experts et de personnalités semble trouver la formule. Nous en parlons tout à l'heure en début de journal. Klaxons de voitures et de motos, nuisances sonores de toutes sortes, nul n'y échappe. Pas même les hôpitaux ni les centres de santé et leurs malades. Et pourtant, une réglementation est en vigueur. Que faire exactement? Et puis, c'est vendredi et le week-end à nos portes. Vous avez des envies de sortie en famille, entre amis ce week-end? Eh bien, voici une destination à découvrir en fin de journal. Le palais de Lomé et surtout le Togo des rois. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous tout à l'heure en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Un journal que nous ouvrons avec les messages de félicitations à l'endroit du président de la République à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Des messages qui arrivent toujours au courrier arrivé du chef de l'État. Message ce soir enregistré, message adressé donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République par la présidence de la République arabe syrienne. Message signé donc de Bachar al-Assad, président de la République arabe syrienne, qui profite donc de cette occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Togo pour assurer le président Faure Gnassingbé de son soin de travailler en vue de renforcer les liens d'amitié qui lient son pays, y compris dans tous les domaines. Message donc du président Bachar al-Assad. Autre message enregistré, celui du président du Nicaragua qui exprime également ses vives félicitations au chef de l'État. Message signé de Daniel Ortega Saavedra. Le président de Géorgie a écrit également au président de la République, président de Géorgie, qui exprime lui aussi ses félicitations et ses amitiés au président Faure Gnassingbé à l'occasion donc de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Message signé Salomé Zourabichvili de Géorgie. Le sultan d'Oman a également écrit au président Faure Gnassingbé à l'occasion donc de la fête nationale du 27 avril, message dans lequel il exprime également ses amitiés, ses vives félicitations au président de la République pour la célébration, la stabilité donc du Togo à l'occasion donc de la célébration, vous disais-je, de l'anniversaire du 27 avril pour le Togo. Dernier message enregistré ce soir, message de félicitations adressé donc au président de la République par Mugeto Tiraima Yamban, ancien administrateur du FMI pour le Togo, qui formule également votre haute autorité me veut, je cite, de santé, de succès pour vous-même ainsi que ceux de paix, de prospérité pour le peuple togolais. Je saisis, dit-il, cette occasion pour vous réitérer la disponibilité du FAGAS et accompagner les efforts que vous ne cessez de déployer pour le rayonnement économique et social de votre pays, de votre cher pays, le Togo, écrit notamment donc l'ancien administrateur du FMI pour le Togo. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est un véritable casse-tête pour les pays africains. D'un côté, les dettes publiques, de l'autre, les économies des États à financer. Grosse équation. En effet, un groupe d'experts et de personnalités semble trouver la formule, le lancement d'un think tank baptisé New Road. Les explications Issa Karuna et Kwesala. Tout le tissu de PME. Au moment où la crise sanitaire liée au Covid-19 continue d'impacter fortement les revenus de tous les pays du monde, l'Afrique s'engage à présent à faire face à son destin. Le réendettement rapide et important de l'Afrique devient une préoccupation majeure des personnalités des sphères politiques et économiques. Il existe désormais un cadre de réflexion sur la soutenabilité des dettes publiques et le financement des économies du continent africain. L'initiative a pour nom Think Tank et New Road. À l'heure où des mesures sont prises au niveau international, à l'instar de l'initiative de suspension du service de la dette ISSD,
relative au report du remboursement de la dette publique. Ce think tank entend mener des réflexions pour trouver des voies et des solutions durables en vue de mieux faire face à la dette du continent. Des propositions concrètes seront formulées pour favoriser l'accès au financement des économies africaines à des conditions justes et adaptées au service de la mutation des économies, de l'industrialisation et du financement des investissements créateurs de valeur. Intervenant à cette tribune d'échange, Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, s'est inscrite dans la dynamique des réflexions pour la soutenabilité des dettes publiques et le financement des économies du continent en vue des plaidoyers communs. Un des plaidoyers, c'est de revisiter les dispositions existantes pour voir dans quelle mesure nous pourrons défendre cette situation et permettre à nos États de bénéficier de taux de maturité relativement longs. Elle a par ailleurs souligné l'importance d'un partenariat public-privé pour un soutien au développement et à la croissance. Il s'agira pour nous de réfléchir à notre propre capacité, d'où l'importance de faire du secteur privé un partenaire stratégique, mais en s'assurant que le partenariat public-privé que nous aurons à mettre en place ne sera pas créateur de dettes, mais de soutien au développement et à la croissance. New Road est une organisation apolitique à but non lucratif. Elle souhaite approfondir aux côtés des gouvernements et des organisations de la société civile des sujets portant sur le questionnement relatif à la pertinence de l'utilisation de certains ratios qui restreignent la capacité d'endettement des pays en pleine mutation économique. Vous êtes producteur agricole, vous êtes dans le Haro, eh bien cette opération vous concerne précisément la distribution des semences de riz et de maïs. C'est un accompagnement du gouvernement, surtout vous qui êtes directement frappé par la pandémie à coronavirus. Un coup de pouce aussi pour un bon démarrage de la nouvelle campagne agricole. L'opération, le lancement, Sylvain Abouzou. Des semences améliorées distribuées en cette période du démarrage de la grande campagne agricole aux producteurs bénéficiaires du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER. Il s'agit de 10 kg de semences de maïs et 10 kg de semences de riz pour chaque producteur à même d'emblaver 0,5 hectares de maïs et 0,25 hectares de riz. Affectés par la pandémie au coronavirus, cet appui leur est apporté pour les accompagner dans la production, mais aussi pour une meilleure relance de leurs activités agricoles. C'est une joie pour nous d'avoir cette semence. Nous remercions la CETOP, le projet PNPE, d'avoir nous aidé pour notre agriculture. Ce produit va nous permettre de continuer nos activités champêtres et ça va nous aider à améliorer nos conditions de vie dans les jours à venir. Cet appui-là va rendre beaucoup de services à notre population et nous aider. Nous n'avons qu'à féliciter le gouvernement, remercier le chef de l'État pour cet appui à la population. Environ 4100 producteurs vont être touchés sur toute l'étendue du territoire national, dont 855 pour le compte de la région des Plateaux. L'opération va se dérouler dans chaque préfecture, comme ici dans la préfecture de Hao. Un engagement de la CETOP, coordination togolaise, des organisations paysannes et de producteurs agricoles pour mieux accompagner les agriculteurs dans leur effort de production, surtout lorsque le gouvernement s'est engagé à faire du secteur un levier de développement axé sur la transformation des produits. La CETOP ne fait que venir en appui à toute l'action du gouvernement togolais qui consiste à faire de l'agriculture le levier fondamental pour le développement du secteur agro-silvopastoral halieutique au Togo. La CETOP aussi avec sa pierre accompagne le gouvernement à pouvoir faire du secteur agricole le secteur qui crée beaucoup d'emplois, le secteur qui favorise l'essor économique du pays où tous les jeunes peuvent s'installer, s'insérer. L'objectif, c'est de soutenir la capacité productive de 40% de femmes et 30% de jeunes pour la mise en valeur de 1150 hectares de maïs et 425 hectares de riz au Togo.
Et attendu plus tard, vous le savez, en fin de saison, de bonnes récoltes de riz, de maïs ou tout autre produit cultivé ici et là, des matières premières à transformer sur place. Mais que fait justement le gouvernement pour que nos matières premières soient ou puissent être transformées ici sur place chez nous? Réponse, la création des usines. Comment cela se fait? Eh bien, on voit ça avec Abidé Niassibé. Il n'est plus seulement question de produire. Le Togo veut désormais transformer ses produits locaux sur place afin de les commercialiser aisément. Cette idée de développement ambitieuse du chef de l'État embrasse tous les secteurs économiques, en particulier l'agriculture. Plusieurs usines de transformation ont commencé à voir le jour. Le pays optimise les chaînes de valeur agricoles et tire davantage profit du secteur. L'usine de transformation de maïs en produits dérivés installée à Tchévier fait ses prouesses. Bientôt à Atakpamé sera installée une autre infrastructure destinée à la transformation de manioc. Le projet créera des emplois et renforcera la résilience socio-économique des producteurs. Le Togo produit 900 000 tonnes de manioc par an et enregistre 400 000 tonnes d'excédents chaque année. Démarrée depuis septembre 2020, l'usine de transformation de manioc de Palimé ambitionne de traiter 15 000 tonnes de manioc par an. Et déjà, 1 million de jeunes producteurs ont ensemencé plus de 1500 hectares dans la région. Dans le Wawa, c'est bientôt une autre usine qui s'occupera de la transformation de gingembre et de poivre, deux produits très cultivés au Togo. Plus de 13 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour la réalisation du projet. L'objectif à l'horizon 2024, faire monter la production de poivre à au moins 10 000 tonnes et celle de gingembre frais actuellement de 60 000 tonnes par an à 200 000 tonnes. La multiplication des unités de transformation, un rêve qui se matérialise lentement mais sûrement. L'installation de certaines usines de transformation, notamment Nyoto SA, qui transforme des matières premières oléagineuses, l'usine de transformation de soja et de l'arachide en huile de tourteau à Sokodé, l'usine jus d'hélice installée à Gbatopé, qui produit du jus d'ananas biologique, ont prouvé que le secteur est créateur d'emplois et de richesses. Le rêve, promouvoir le Made in Togo qui répond aux exigences internationales. Une agriculture dépendante, vous le savez aussi, des nos terres, exposée aujourd'hui à une dégradation avancée, phénomène d'ailleurs réel, inquiétant, objet justement d'une rencontre ici à Lomé des pays de la CEDEAO. Des engagements ont été pris. Le Togo, notre pays par exemple, va s'employer à réduire de 80% la dégradation de nos terres d'ici à 9 ans. Comment ça va se faire? Élément de réponse de Douaré. Le Togo mise sur un document actuellement en cours d'élaboration pour lancer le processus de restauration, réduire les gaz à effet de serre par la forêt et adopter de meilleures pratiques de protection de la biodiversité. Des mesures correctives seront proposées pour relever le niveau de fertilité des sols et les bonnes pratiques seront adoptées pour récupérer les superficies dégradées et améliorer la productivité des sols. L'ambition du Togo d'ici 2030, c'est de faire en sorte que le Togo puisse réduire la dégradation de terre de 80% et ensuite limiter l'impact de 2% en termes des terres qui ne sont pas encore dégradées. Il faut mettre en œuvre des efforts au niveau national pour qu'à l'horizon 2030, au minimum, on n'ait plus de dégradation des terres. On a dit qu'il faut faire l'effort de ramener la couverture végétale du Togo à 3%, en plus de ce qu'on a aujourd'hui. L'accent sera mis sur l'agriculture biologique, une belle alternative et un atout majeur pour le Togo. Le phénomène touche presque tous les pays de l'espace communautaire et la CEDEAO a fait un diagnostic approfondi pour des réponses efficaces de restauration adaptées aux spécificités de chaque État. Les structures en charge de la conservation, de la défense et la restauration des sols de la CEDEAO, les ONG, les organisations de producteurs agricoles et d'éleveurs, les institutions intergouvernementales ont planché sur le sujet les 10 et 11 mars dernier à Lomé.
Le Togo affiche sa volonté de soutenir toute action régionale devant faciliter l'amélioration globale des terres agricoles. L'agriculture est de plus en plus inscrite dans les priorités du gouvernement et la vision du pays est de renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et atteindre l'objectif 15 de développement durable relatif à la restauration des terres dégradées. Et sur un tout autre registre maintenant, on en parle beaucoup à la radio, à la télévision, dans les journaux, mais dans les faits, comment cela se passe concrètement? Les journalistes publics comme privés se forment justement sur les techniques de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Séance à Kara cette semaine. Les attentes de cette rencontre avec Nestor Mozou et notre bureau sur place à Kara. Au regard du danger que constitue la corruption, le blanchiment d'argent et les infractions assimilées, les États, les organisations internationales et nationales et la société civile se sont engagés à lutter contre le phénomène. Au Togo, l'association Médias Togolais contre la corruption et le blanchiment, METOCOB, peut être citée parmi les organisations qui ont opté pour ce combat. C'est dans ce sens qu'elle a initié cette formation à l'endroit des journalistes des médias publics et privés des régions Savane, Kara et Centrale. À la justice, vous pouvez avoir raison, mais avec les pots de vin, on peut inverser le procès et vous allez le perdre. Vous allez pour un service qu'un agent de l'État est censé vous rendre, mais il demande que vous l'intéressez d'abord avant de vous rendre service. Ça, c'est des faits de corruption. Il y en a tant d'autres. Et donc, nous avons estimé, après avoir formé les formateurs à Palimé l'année dernière, que les médias de l'intérieur aussi soient outillés sur les techniques de lutte contre la corruption, parce que justement ça va leur permettre d'aborder donc les questions de corruption avec beaucoup plus de décélérité, avec beaucoup plus d'efficacité. L'Office togolais des recettes, OTR, qui a aussi inscrit la lutte contre la corruption dans son ADN, a apporté son soutien à l'association METOCOB dans cette formation. Cet enrichissement au détriment de la population freine le développement de notre économie. Et comme les médias, partout où ils sont les relais. Nous nous sommes dit qu'il faut les appuyer pour qu'ils puissent apporter le message plus haut, pour que l'information puisse atteindre tout le monde. Réglementation fiscale en vigueur au Togo, technique du journalisme d'investigation, technique de collecte, de traitement et de diffusion des informations sur la corruption et les outils de prévention à l'Office togolais des recettes, compétences des organismes publics pour juguler le phénomène de la corruption au Togo sont les modules prévus à cette formation. Il est 20h18. Un mot de l'actualité à l'étranger. L'Inde et le Covid-19. Les chiffres, vous allez le voir, sont effrayants et effarants. 3915 décès en une journée. Le pays est tout simplement dépassé par les événements. Regardez. Les ambulances affluent. À leur bord, des malades que les hôpitaux indiens ne peuvent plus gérer faute de place ou d'oxygène. Les patients sont dans l'impasse. Nous essayons de trouver un lit dans un hôpital pour ma mère depuis 3 jours. Que pouvons-nous faire d'autre? Pour survivre, certains se tournent vers le système D. Les temps pleins doux sont transformés en hôpitaux de fortune comme ici à Ahmedabad et les tuk-tuk épaulent les ambulances dans les rues de New Delhi. J'emmène quiconque veut aller ou revenir de l'hôpital, que ce soit les patients qui n'ont pas eu d'ambulance ou les proches des patients qui souhaitent rentrer chez eux. Jusqu'à présent, les mégalopoles ont été les plus touchées, comme ici à Bombay. Mais le virus se ferait un chemin jusque dans les campagnes, où vivent près de 70% de la population et où l'accès aux soins est limité. Les personnels de santé travaillent 24 heures sur 24 pour vacciner la population. Nous avons la vision et la capacité. Actuellement, l'ensemble de l'installation représente la moitié de la superficie. Nous pouvons facilement nous étendre et nous le ferons pour vacciner environ 10 000 personnes par jour. Nous devons en vacciner autant que possible. Les autorités appellent les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner, mais le nombre de doses est limité. L'Inde produit actuellement 80 millions de doses par jour, mais il leur faudra au moins 2 mois pour augmenter la cadence. Le gouvernement pensait mercredi avoir atteint le pic de la vague, mais avec plus de 400 000 cas recensés ces 2 derniers jours, le pays s'enlise dans la crise. Pire, selon les experts, ces chiffres pourraient en réalité être 5 à 10 fois supérieurs.
Et chez nous, la situation Covid-19 à ce jour, vendredi 7 mai 2021, se présente comme suit. Le nombre 1, le nombre de cas confirmés est de 13 106 avec 16 nouveaux cas depuis hier. 2, le nombre de personnes guéries est de 11 580 avec 72 nouveaux guéris depuis hier. 3, le nombre de cas actifs est de 1402. Et 4, le nombre de décès est de 124. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Retour chez nous, nous y sommes déjà au Togo et dans le reste de l'actualité. Ce phénomène qui perturbe les nuisances sonores aux abords des hôpitaux, des centres de santé, klaxons de motos, de voitures, ces centres, ni le pensionnaire n'y échappe pas, et pourtant c'est interdit. Que faire? Elia Banyandaou. Du brouhaha à longueur de journée aux alentours du CHU Sylvanus Olympio. Tout l'hôpital assourdi par le bruit incessant des engins. Des nuisances sonores provoquées généralement par des conducteurs de taxi et de taxi-moto. Dans cet hôpital, des patients pour lesquels le calme et le repos restent importants sont constamment exposés aux nuisances de tout genre, ce qui n'est pas sans effet sur leur santé. Puisque généralement, l'hôpital est un lieu de repos. Donc c'est des patients qui sont malades, dont ils ont besoin des endroits calmes. Donc lorsqu'il y a un bruit, non seulement ça va empêcher ces patients de se reposer, également chez des patients qui sont émotifs, ça peut provoquer des crises hypertensives, voire des arrêts respiratoires, surtout dans les services de cardiologie. Les malades ne reçoivent pas le bruit de la même manière. Quand tu prends un malade qui est hospitalisé pour un traumatisme, il supporte mieux le bruit. Mais quand tu prends un malade qui a déjà des problèmes cardiaques, il est hypertendu avec une insuffisance cardiaque, lorsqu'il y a un bruit qui l'amène à sursauter ou un bruit qui l'empêche de dormir, le lendemain, il aura des chiffres tensionnaires élevés, donc ce qui va aggraver sa situation. Et pourtant, des panneaux de signalisation sont bien visibles et interdisent le klaxon dans le périmètre. Mais hélas, le phénomène persiste. À l'entrée de l'hôpital, il y a un panneau interdisant aux véhicules de klaxonner. Et également, de temps en temps, les autorités sortent pour dégager les stationnements anarchiques tout autour de l'hôpital qui stimulent les phénomènes de klaxon de façon anarchique. Il est alors essentiel de le savoir. Le bruit est un obstacle à la récupération des malades. Au CHU Sylvanus Olympio, des dispositions ont été prises par les responsables pour décourager ce comportement incivique. De tous côtés, ce sont les rues. Donc, le CHU ne peut pas automatiquement bloquer la circulation. La direction, de temps en temps, soit pour pouvoir les dégager. Et aussi même, ceux-là qui klaxonnent, au niveau du CHU même, quand on les arrête, on va vous enchaîner ou bien on va vous verbaliser. Un appel est lancé à tout conducteur d'engin d'observer le code de la route tout en respectant les panneaux d'interdiction de klaxon autour des centres de santé et hôpitaux. Car les bruits, plus qu'une nuisance, restent un véritable problème de santé publique. Elia Banyandaou, merci. Je vous l'annonçais dans le sommaire, envie de faire une petite sortie en ville, en famille, ce week-end. Eh bien, je vous suggère une destination, le Palais de Lomé. Il ouvre ses portes pour l'Expo Togo des Rois, un patrimoine culturel rassemblé grâce aux chefs traditionnels de nos régions. C'est de l'art, le sacré et l'art du pays à regarder. Marie-Thérèse Nabédé, Marie-Ange Bida. Togo des Rois, cela se vit au Palais de Lomé. C'est une exposition qui rassemble costumes, masques, épées, flèches ou encore couronne royale. Autant d'objets représentatifs de la chefferie et de la royauté au Togo. Un pan du patrimoine culturel togolais qui force l'admiration. Les garants des us et coutumes sur place sont visiblement les plus séduits.
Cette invitation nous a vraiment émerveillés. L'histoire que nous avons, c'est ce que nous sommes venus voir aujourd'hui. Ce que nos parents nous ont laissé, c'est ce que nous revoyons aujourd'hui. On est obligé de parler à nos populations pour bien protéger et leur inculquer l'importance de la culture. Tous les peuples ont une culture, une civilisation. C'est parce qu'on ne connaît pas leur civilisation ou leur culture. Avec cet exemple, on est en train de faire vivre la réalité de notre civilisation, de notre culture. Les objets et artefacts exposés ont été collectionnés sur toute l'étendue du territoire national grâce au concours des têtes couronnées. Ce projet est né de la volonté du président, son Excellence Monsieur Faure-Exina Gnassingbé, d'ouvrir le palais de Lomé à l'ensemble du public togolais afin de lui permettre de se réapproprier son histoire. Cette entreprise n'aurait pas été possible sans votre engagement. En acceptant de mettre gracieusement à notre disposition un ensemble de pièces, d'artefacts, d'objets, vous avez permis à cette audience de contempler pour la première fois des authentiques chefs-d'œuvre, qui sont autant de richesses intemporelles de notre patrimoine commun. Qu'il me soit permis en ce jour de vous témoigner notre infinie gratitude et notre reconnaissance pour avoir œuvré et contribué à divers degrés et sans relâche à l'aboutissement heureux de ce projet citoyen. Le palais de Lomé représente tout un symbole dans l'histoire du Togo. Il devient un lieu de rendez-vous avec la culture togolaise pour les générations actuelles et futures. Le palais de Lomé est en effet un lieu d'apprentissage de nos valeurs, lesquelles s'élèvent au-dessus de tous les clivages politiques, religieux et sociaux. Il vise la valorisation de notre culture. Elle célèbre la vie et est un élément rassembleur qui féconde l'imaginaire et invite à aller au-delà de soi, de sa petite personne, et pour percevoir un pays uni. Le Togo dispose désormais d'un espace de culture, un endroit où l'art et la tradition s'entrelacent. Grâce au chef de l'État, son Excellence M. Faure-Exina Gnassingbé, et à sa politique visionnaire de réhabilitation de ce patrimoine historique, notre pays dispose désormais d'un lieu de tourisme, de recherche scientifique et de loisirs, d'un espace patrimonial unique de par sa spécificité historique, architecturale, culturelle, mais aussi de par sa spécificité biologique et environnementale. Le palais de Lomé, jadis palais des gouverneurs, a été construit en 1905 par les Allemands. Il a été ensuite rénové et inauguré par le chef de l'État, Faure-Exina Gnassingbé, en novembre 2019. Et voilà, une petite visite en famille, ça ferait du bien. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social qui porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Session du 3 mai 2019. Qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admis sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg et dans les lieux suivants. À Lomé, ministère chargé de la fonction publique, ministère chargé de l'agriculture. À l'intérieur, direction régionale du travail et des lois sociales de Thiévier, Atakwame, Sokoré, Kara et Dapon. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 5 sur le tronçon Lomé-Palimé. Il est porté à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 5 qu'en attendant la construction d'un nouveau poste de péage plus moderne au PK17, une plateforme de péage provisoire est aménagée au dit PK17 en substitution. La reprise de la perception des droits d'usage de la route sera effective à compter du lundi 10 mai 2021 à partir de 6 heures. Le ministre des Travaux publics compte sur la compréhension, le civisme des usagers de la route nationale numéro 5 pour le respect des dispositions qui y seront prises. Communiqué donc de Madame la ministre Cassa Traoré.
Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Badoubé dans le Vaud. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée, excellent week-end à tous.